Alors voici cette fois la correction de cette séance 6, puisque nous avons d'ores et déjà lu les textes et répondu aux questions au préalable. Quels étaient les matériaux couramment utilisés au Moyen-Âge en Europe pour fabriquer la monnaie? C'est bien sûr les pièces d'or et surtout d'argent. Vous ne pouvez pas répondre bien sûr la monnaie en papier puisque c'est marqué seuls certains banquiers, alors que ma question c'est les matériaux couramment utilisés. D'accord? Donc faites attention à la question et faites attention à la période couverte par la question. Je parle de Moyen-Âge, je ne parle pas des premiers billets de banque qui sont apparus alors en 1803. Ensuite, vous avez des questions ici qui se trouvent peut-être pour vous au verso de votre feuille. Avec quels matériaux les billets de l'empereur de Chine sont-ils fabriqués? Bon, ils le disent dès le début. C'est bien effectivement l'écorce ici qui nous permet d'avoir la base de notre papier-monnaie. Donc l'écorce des mûriers. Okay, nous avons ensuite quelles sont les 3 étapes de leur fabrication? Il suffit de reformuler ce qui est noté ici. Tout est lié au 2e paragraphe pour avoir vraiment la fabrication, pour vous expliquer comment faire avec cette écorce de bois pour en arriver à une feuille. D'accord? Donc je rappelle, vous ne pouvez pas recopier tout le paragraphe, mais il suffit de reformuler. Ensuite, on vous demande, deuxième question, comment reconnaît-on la valeur de chaque feuille de papier? La valeur de chaque feuille de papier, c'est bien parce qu'elle reçoit justement le sceau de l'empereur, le sceau du grand sire, c'est-à-dire le sceau du grand khan. Sinon, elle ne vaudrait rien, elle n'aurait donc aucune valeur. Okay, dans un premier temps, c'est ça qui permet de reconnaître sa valeur, c'est-à-dire le fait qu'elle vaut quelque chose. Mais le terme de valeur peut aussi vouloir dire combien vaut chaque feuille de papier. Eh bien, vos feuilles de papier, c'est bien marqué que la plus petite vaut par exemple l'équivalent d'une moitié de petit tournesol. Ça va être finalement la taille qui peut marquer aussi ce que vaut chaque billet. C'est encore le cas de toute façon aujourd'hui sur nos billets de banque qui ne font pas tout à fait la même taille, c'est évident. Qu'est-ce qui leur donne une valeur officielle? Donc c'était pour ça que j'ai bien dit de faire la différence. La valeur ici, c'était combien vaut chaque feuille. La valeur officielle, par contre, c'est bien lorsqu'il y a le sceau du grand khan, le sceau de l'empereur. La punition pour les faux monnayeurs. Alors j'espère que vous l'avez bien comprise, puisqu'on ne rigole pas avec les faux monnayeurs, c'est-à-dire ceux qui fabriquent de la fausse monnaie. On vous dit bien, si quelqu'un s'avisait de la contrefaire, il serait puni de la peine capitale jusqu'à la 3e génération. La peine capitale, c'est la peine de mort. Peine de mort jusqu'à la 3e génération, c'est-à-dire sur 3 générations, on tue tout le monde dans une famille. En l'occurrence, si c'est un père qui a été faux monnayeur, c'est-à-dire qu'on va à la fois tuer son fils, on va prendre la génération qui est en dessous de lui, mais on va également tuer ses parents. On va prendre donc 3 générations, la génération également au-dessus de lui. Donc on tue à la fois les grands-parents, le père et sa femme, et on tuera tous leurs enfants. D'accord? Donc on ne rigole pas avec les faux monnayeurs, et le châtiment semble peut-être assez lourd. Évidemment, c'est à titre d'exemple. Lorsque vous tuez une personne publiquement et toute sa famille, vous devez bien imaginer qu'il y en a un peu moins qui fabriquent de la fausse monnaie. Selon Marco Polo, ce système de paiement est-il sérieux? On ne vous demande pas selon vous, on vous demande bien selon Marco Polo et ce qu'il en dit dans le texte. Justifie. Alors oui, Marco Polo, en fait, il trouve bien cela sérieux. Il le dit, puisque justement, il explique comment ça fonctionne, de manière à ce que rien ne puisse aller de travers. Il vous explique bien que nul n'ose les refuser, elles sont si légères que justement elles n'en pèsent même pas un. Il semble trouver cela quand même très intéressant, puisque comparé à des coffres qui contiennent quantité de pièces d'or, les billets sont par exemple extrêmement légers. D'accord? Il parle bien de la manière dont il a raconté avec sérieux et tout en montrant bien finalement quand même son admiration pour cette manière de faire, en prenant ainsi le temps de bien décrire. Il montre bien comment ça fonctionne, il explique bien aussi pourquoi ça fonctionne, parce que sinon on risque gros, et il explique bien son intérêt principal, le poids. Donc Marco Polo semble trouver ce système tout à fait intéressant, très judicieux.
puis ensuite, à quel titre ce passage semble-t-il le mieux correspondre? La réponse est presque dans le titre de ma séance, puisqu'il est question d'un aspect documentaire. On ne vous parle pas à proprement parler d'une merveille, on est en train ici de vous expliquer quelque chose. Or, la définition de devisement, on l'a vu dès le début de la séquence. Deviner, ça veut bien dire raconter, expliquer. Ok ? Donc c'est loin d'être une merveille comme ça a été le cas en découvrant des peuples inconnus, comme ça a été le cas en visitant des lieux incroyables, que ce soit le désert, la montagne ou le fleuve. Ici, on est bien dans le devisement, d'accord ? Voilà comment on l'explique, parce que ça veut justement dire expliquer. Vous regardez bien l'enluminure. Quelle étape de l'organisation du système de paiement l'artiste a-t-il peinte? Explique en décrivant précisément l'image. Alors, le moment qui est représenté ici, c'est effectivement bien celui entre l'échange où on vient donner de l'or pour recevoir à la place des billets. Tout ça sous le contrôle du Grand Khan. Donc il faut bien prendre le temps de détailler effectivement le fait que l'empereur est ici. Donc il a le contrôle sur l'ensemble de ce qui se passe. Il a le contrôle ici sur l'échange. Vous avez les marchands face ici aux personnes officielles qui représentent l'État. D'accord ? Donc il y a bien un échange ici contre quelque chose de parfaitement organisé et donc parfaitement toléré. Ok ? Vous avez ce passage-là, effectivement extrait de la BNF, le manuscrit que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo et que vous avez pu consulter peut-être sur internet. La question suivante est liée à la représentation de ces personnages. Vous semble-t-il bien représenter le Grand Khan, la Mongolie et donc finalement l'Asie? Eh bien, absolument pas. Je pense qu'on en a déjà parlé et pour une bonne raison. C'est que cet extrait ici voilà, est copié à Paris vers 1410-1512, alors que le récit donc, date quand même de 1299. Vous avez donc ici des illustrations qui sont finalement assez récentes, on va dire cela ainsi, des illustrations qui sont faites en Europe, des illustrations faites par des gens qui n'ont jamais voyagé, des gens qui s'imaginent à quoi ressemblent les Asiatiques, qui s'imaginent à quoi ressemble le pouvoir royal et les gens qui l'entourent et les marchands autour. D'accord ? Ça ressemble très clairement plus à des tenues d'hommes du Moyen-Âge en Europe, à des marchands du Moyen-Âge en Europe, y compris dans les souliers, dans la couleur de la peau, dans le type de chapeau, dans les espèces de fanfreluches que peuvent porter les uns les autres. On a essayé de faire un petit peu oriental avec la forme du chapeau, mais bon, pas grandement non plus. Et puis ici, la représentation du pouvoir, c'est tout à fait la représentation d'un roi français ou d'un monarque européen, avec la couronne, avec la posture assise, le trône, le sceptre dans la main droite, etc., etc. Pas du tout ce que vous avez pu découvrir dans la séance 4, ça n'a pas l'air de ressembler pour un sou, c'est le cas de le dire, à la description que Marco Polo a fait des Mongols. Okay ? Donc vous êtes sur une image clairement européenne, clairement éloignée des standards finalement que devrait être la représentation des Asiatiques. Voilà, donc voici tous les éléments de correction pour cette première partie. N'oubliez pas, bien sûr, de faire le travail d'écriture par la suite, qui correspond bien sûr à cette séance. Merci.